Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bonjour à tous. Pour la plupart, je vous connais, donc il n'y a pas beaucoup de grandes surprises. Alors, moi, je vais vous parler sûrement d'un sujet qui n'est pas habituel ici dans le cadre de soins et santé. Donc, je vais plus m'exprimer au niveau de l'architecture hospitalière, comme le titre indiqué. Donc, faire un parcours de l'histoire de l'architecture hospitalière. Alors, le pourquoi parler du passé, c'est surtout pour comprendre d'où on vient, dans quelle institution nous sommes actuellement, et voir un peu les tendances de l'avenir, pourquoi nous sommes dans des structures qui ont une grosse influence sur la santé, et voir un peu pourquoi enfin, tout le monde est désireux en tout cas de faire des travaux actuellement, parce qu'on a des grosses déficiences avec les institutions dans lesquelles nous sommes. Donc je vais un peu balayer l'histoire de l'architecture hospitalière. Alors quand on commence à parler de l'histoire de l'architecture hospitalière, on prend souvent comme point de départ l'an 1000. Pourquoi l'an 1000? C'est pas qu'il n'existait rien du tout avant, mais on a quelques traces qui sont très faibles. On peut parler de Arles qui date du 5e siècle. Il y a aussi l'hôtel Dieu de Lyon qui date de 842. On peut trouver aussi l'abbaye de Saint-Gall en Suisse. Je vous parle beaucoup de bâtiments qui existent encore, hein. L'abbaye de Saint-Gall en Suisse qui date de 820, mais sinon on peut dire que avant ça, on est quand même dans un grand vide. Tout ça parce qu'il y a eu la désertion des villes, les invasions barbares. Donc il n'y a pas grand-chose qui existe. Tous les trésors de l'Antiquité ont été oubliés. Donc il y a vraiment un grand vide. Alors l'an 1000, donc on tombe dans le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est-à-dire que c'est une architecture qui sont tenues par des religieux. Donc, on a une architecture qui est basée sur l'architecture des cathédrales. Donc, on a vraiment des grandes nefs qui abritent, on fait souvent, c'est pas vraiment de la médecine, c'est plus de l'accueil, les moribonds, les pèlerins, les nécessiteux qui sont plus accueillis par des religieux. Il n'y a pas de médecins dans ces hôpitaux, les médecins sont là pour les nantis, mais sinon ceux qui sont là c'est surtout les barbiers et les charlatans. Ça date surtout de la prise de Constantinople où il y a cette abolition donc ecclésiaire bret à sanguiner, donc l'interdiction de procéder à des épanchements de sang, donc interdiction de pratiquer réellement un peu de médecine. Et voilà, c'est laissé donc aux barbiers et charlatans. Donc les seules choses qu'on trouve, voilà, ce sont, à l'époque on croit au miasme, c'est-à-dire c'est le principe du similia similabus, donc on soigne avec des procédures ou des médicaments, si on peut appeler ça des médicaments, qui sont similaires à la maladie elle-même. Donc on va utiliser des fleurs jaunes pour bannir la jaunisse, des produits tout aussi malodérants pour les maladies putrides. Donc c'est un peu comme ça qu'ils travaillent à l'époque. Et donc, miasme, ça veut dire on croit à l'air pour résoudre tous les problèmes. Donc, c'est des grands volumes d'air qu'on balaye. Comme c'est une architecture de nef avec des voûtes, on est avec des cubages d'air. Donc, on a des bâtiments qui font jusqu'à 100 mètres de long, de 50 à 100 mètres de long, 20 mètres plus ou moins de large, 15 à 20 mètres de large, et des hauteurs tout aussi similaires, 15 à 20 mètres aussi de haut. Donc, des choses qui sont énormes, très difficiles à réchauffer. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a rien du tout à part l'âtre qui se trouve en fond de nef, donc le feu à bois. Donc, très peu de chaleur. Et comme on brasse l'air, mais il fait tout le temps froid. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez que là-dedans, je ne sais pas si j'ai un pointeur, par contre, là-dedans. On va essayer, je sais pas, voilà. Voilà, vous voyez qu'on met les gens dans des lits à baldaquin, donc beaucoup de draperies pour les tenir au chaud, c'est le seul moyen de se tenir chaud, ils ont donc à plusieurs dans un lit. Vous avez tous en tête voilà, le film La Grande Vadrouille qui se passe à Beaune, à l'Hôtel Dieu de Beaune. Donc c'est ce cadre-là hein, qu'on peut encore visiter maintenant, ce n'est plus un hôpital mais c'est un musée. Mais vous voyez donc toujours ces lits à baldaquin où ils se retrouvent dans des couvertures. Donc aucun concept au niveau hygiène, on ne connaît pas, c'est le brassage d'air qui est le seul événement pour ventiler. Beaucoup de boiseries aussi, du mobilier, c'est très chargé.
On voit les religieuses là, qui font leur tour de garde aussi tout autour. Ça, c'est l'Hôtel-Dieu de Tonnerre. Vous voyez les échelles. Hein, ici, il y a une petite trace qui monte. Donc, vous voyez la hauteur. On est à des 20-30 mètres de haut. Hein, c'est énorme. Donc, impossible à réchauffer. Forcément, les principes aussi hein, de la charité qui sont là. Il y a toujours un autel et le feu qui sont présents. Voilà encore Célie à baldaquin. Alors, tout ça va vivre pendant plus ou moins 5 siècles, de l'an 1000 à l'an 1500. On va retrouver tout le temps le même concept. Ce qui va faire la mutation à venir, c'est surtout le fait que il y a eu le dédoublement de la papauté en 1453, et donc ce dédoublement de la papauté va faire que les gens vont perdre confiance aux religieux, vont arrêter, donc, puisqu'il faut savoir que tous ces hôpitaux qui vivaient au Moyen-Âge bénéficiaient de dons des gens nantis, ils vont arrêter d'avoir des dons, donc vont arrêter finalement de donner des espèces de subsides à ces institutions. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une substitution du pouvoir temporel par le pouvoir spirituel par le pouvoir temporel. Donc, on va retrouver tout à fait un autre concept aussi d'architecture, plus une architecture de palais. Et c'est comme ça que le premier modèle du genre, donc vous voyez, on est en 1456 ici, comme il se doit, on est en pleine Renaissance, donc c'est en Italie qu'on le retrouve, c'est l'Ospedale Maggiore di Milano. Alors, on l'appelle d'un nom assez bête, puisque c'est l'hôpital croix, qu'on appelle ça le modèle de l'hôpital en croix. Ça va de soi, donc le bâtiment est en forme de croix, voilà les deux ailes, enfin les deux bâtiments. Alors, avec cette arrivée des hôpitaux, pourquoi on parle d'une mutation, c'est surtout aussi qu'on voit arriver des premiers principes au niveau d'hygiène. D'abord, ces hôpitaux sont systématiquement situés au bord d'une rivière ou d'un fleuve pour le drainage des matières souillées, donc c'est une première intervention. La deuxième, c'est que ces hôpitaux sont souvent situés quand même à l'écart des villes, donc il y a une ségrégation, on écarte les... Il faut savoir qu'il y règne là-dedans des maladies pas possibles. Quand on entre, c'est rare qu'on en sort parce qu'il y a des contaminations. Donc ces hôpitaux sont à l'écart des villes et puis ils sont mis aussi en autarcie de part, il y a chaque fois un mur d'enceinte qui fait vraiment la périphérie de ces hôpitaux. Donc c'est vraiment des mouroirs, hein, on les met à l'écart. Donc ça c'est le premier modèle du genre. Un deuxième modèle du genre, c'est ce qu'on appelle l'hôpital court. Voilà, on n'a pas fait non plus, on n'a pas mis la poudre, hein, c'est facile à comprendre. Donc un hôpital en forme carrée ou rectangulaire et vous avez la cour intérieure. Toujours ce phénomène de mise en autarcie par les murailles, écart de la ville, donc c'est le même principe. Et ça, c'est sur Paris, donc l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui date de 1609. Donc on est toujours dans cette époque Renaissance. Alors, c'est un autre type d'architecture, puisque on se retrouve avec des bâtiments, voilà une photo plus récente, puisque c'est toujours un hôpital là-bas. La salpêtrière, vous voyez qu'on travaille maintenant sur plusieurs niveaux, donc c'est un autre type d'architecture. Pour avoir plusieurs niveaux, forcément, il y a des planchers. Pour faire des planchers, on est limité, donc c'est des planchers en bois. On est limité avec des rondins de bois, donc on fait maximum 8-10 mètres de largeur pour ces hôpitaux. Et c'est une architecture très monumentale, typique de la Renaissance. Pour franchir ces niveaux, ce sont les grands escaliers du type comme on peut en voir dans les châteaux de la Loire, donc très amples, puisqu'il faut savoir qu'il fallait porter sur des brancards les patients pour les monter aux étages. Donc il faut pas, tout bêtement, il ne faut pas basculer en dehors du brancard. Donc des escaliers très amples qui prennent énormément de place. Les choses n'ont pas du tout évolué au niveau des croyances, donc on est toujours à l'époque des miasmes, donc des grands brassages d'air. Vous voyez donc ces clochetons là ici au-dessus, mais là-dedans il y a les rejets d'air et il y a des prises en about, donc ça fait vraiment des grands brassages d'air, toujours des âtres pour chauffer ces bâtiments, donc il y fait très très froid. Voilà un petit schéma repris d'un bouquin de Binet là, qui raconte un peu comment ça se passe, hein, avec ces miasmes donc, qui rentrent. Donc, vous voyez l'air purificateur, le feu pour purifier l'air et les brassages d'air pour chasser ces miasmes qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, je vous montre ici l'Hôtel-Dieu de Paris parce que c'est là que sont nées les mutations à venir. Pourquoi l'Hôtel-Dieu de Paris alors que c'est un hôpital qui date aussi du Moyen-Âge? L'Hôtel-Dieu de Paris a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a eu un incendie, un premier incendie qui s'est passé en 1737,
qui va démolir pratiquement une grosse partie de l'hôpital, et cet hôpital va être reconduit par phases successives, ce qui est un enseignement pour aujourd'hui aussi. Donc il y a eu des phases successives d'intervention, de reconstruction. Il faut dire aussi que la population sur Paris et forcément dans l'hôpital n'arrêtait pas d'augmenter. Donc on a commencé à remplir énormément ces hôpitaux, plus que ce qu'ils pouvaient admettre. Il y avait une population énorme et ces hôpitaux étaient sursaturés, contamination. Il y avait 25% de morbidité, donc très peu de chances d'en sortir quand on entrait là-dedans. Et ce premier incendie, donc, qui va faire des phases successives, va faire qu'on a reconstruit un peu n'importe comment. Donc, entre autres, je vous parlais du drainage des matières souillées, donc on est le long de la Seine, hein, vous reconnaissez sûrement Notre-Dame de Paris. Donc, c'est un hôpital qui se déploie de part et d'autre de la rive gauche de la Seine. Donc cette partie-là, je vais vous expliquer comment elle est partie, mais donc il y a eu des phases successives, et donc on va complètement perdre cette notion qui était initiale de rejeter les matières souillées forcément en aval, pas en amont. Et ces phases successives ont fait qu'on a complètement changé donc tous ces principes de base. On a commencé à rejeter donc les matières souillées en amont, donc on recontaminait tous les déchets qui étaient jetés dans la Seine, recontaminaient le linge qu'on lavait en aval, et du coup ça perturbait tout. Donc on n'a pas arrêté, c'était vraiment des mouroirs Paris. Et donc Louis XV à l'époque a interrogé les encyclopédistes, et c'est le docteur Tenon qui a été chargé, vous avez déjà entendu ce nom-là, puisqu'il y a des institutions qui portent le nom Tenon, qui a été nommé par le roi pour faire quelque chose, en disant il faut, vous l'intelligence de Paris, vous devez me trouver des solutions pour cet hôpital, parce que c'est pas possible, il y a trop de morbidité, il faut faire quelque chose, on sature. Et les choses sont restées en place en fait encore très longtemps, et c'est suite à un deuxième incendie qui a démoli pratiquement toute la partie donc sur l'île Saint-Louis, qui a fait que là enfin, donc toutes ces parties-là étant démolies, Tenon a dit on ne peut plus reconstruire comme ça là, il faut démolir, il faut penser à un nouvel hôpital, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc il a nommé un architecte, enfin je vais d'abord vous montrer un peu la catastrophe avec cet hôpital. Donc vous voyez comment c'était à l'époque, hein, vous voyez tout était rejeté comme ça dans la Seine. Voilà le lavage du linge, donc, où il y avait tous les déchets. Vous voyez aussi le nombre, dans cette gravure, on mettait, ça c'est un minimum, hein, 2 patients par lit, mais on est arrivé jusqu'à, vous voyez, c'est une seule salle, enfin il y a 2 salles, la Saint-Antoine-Saint-Charles. Vous voyez, tous ces petits rectangles, c'est chaque fois un lit. Donc vous voyez la distance entre les lits qui est très proche. Même c'est parfois contre les uns des autres, et parfois on a trouvé jusqu'à 5 patients dans un lit. Donc forcément c'était la catastrophe. Donc il y avait 615 patients à un moment donné dans une surface qui en compte même pas 200. Donc vous voyez la catastrophe, on sait quand même maintenant les principes de contamination. Donc voilà ce que Tenon a fait. Il a fait un cahier de charge, il a dit il faut solliciter les architectes pour qu'ils nous proposent des solutions. Et un des premiers projets qui est venu, c'est celui-ci. Vous le voyez ici, là c'est ce projet en forme de roue de charrette qu'on appelle ça. Toujours la même chose, vous voyez le long de la Seine, ils ont créé un bras pour drainer toujours les matières souillées, donc c'était toujours la même chose. Et la seule chose, c'est qu'il était à l'écart de Paris. Pour que vous situiez maintenant, il est vraiment à l'endroit du pont de l'Alma, donc c'est vraiment en plein Paris maintenant. Le pont de l'Alma qui a bien parlé de lui avec Lady Di, là, qui s'est tué dans un accident de voiture. Donc c'est comme ça qu'on voit bien l'endroit maintenant. Vous voyez toujours une architecture monumentale, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ce que l'architecte Poyet a proposé. Vous voyez cette roue de charrette. Donc chaque fois une aile comme ça, je crois qu'on le voit en détail en suivant, voilà. Ça c'est une aile d'hospitalisation, et tous ces petits points noirs, ce sont des lits. Donc vous voyez la quantité de patients qu'on hébergeait encore là-dedans. Toujours ce principe de grand courant d'air. Donc Tenon dit c'est pas possible, ils n'ont rien changé. Pour vous dire que même à l'époque il y a des modes. Oui, voilà un autre projet, c'est l'architecte Petit. Donc là aussi, des tendances comme maintenant dans l'architecture. C'est apparemment le phénomène roue de charrette qui était à la mode. Mais vous voyez aussi, même histoire, hein, c'est chaque fois des lits, tous ces petits points noirs là. Donc une quantité impressionnante. Et Tenon a dit non, je dois voyager. Donc il est parti à l'étranger, et c'est surtout, donc vous voyez toujours cette machine ventilatoire, hein, c'est des échelles qui sont énormes. Voilà ce qu'il a trouvé en Angleterre, à Plymouth, le Royal Naval Hospital. Donc c'est
la mutation donc, qui suit. La troisième mutation, voilà ce qui l'a rendu heureux, c'est de voir ce genre d'hôpital. Donc c'est le premier hôpital pavillonnaire qui s'est rencontré en Europe en tout cas. Donc pavillonnaire, ça répondait vraiment à toutes les attentes de Tenon, donc des petites salles séparées, bien séparées les unes des autres, très végétalisées, un grand parc, des bâtiments de faible hauteur. Donc il s'est dit, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui répond le mieux à mes attentes, et donc il est revenu avec ça en France. Sans rancune, il a demandé à son architecte de la cour, Poyet, pour faire un projet qui réponde à ça. Et voilà ce que l'architecte Poyet a prévu. Donc c'est un programme qui a été donné dans les cahiers de charges pour les futurs hôpitaux à venir. C'est sur cette base-là que donc c'est pas quelque chose qui s'est construit, mais vous allez voir que les choses similaires se sont construites. C'était vraiment le type de projet que Tenon a lancé donc en France pour les futurs hôpitaux. Donc, pour revenir à ce que je disais avant, donc 5 siècles pour la première partie, donc l'hôpital du Moyen-Âge, où le moteur est la charité tenue par des religieux. Deuxième période, donc j'ai parlé de l'an 1500 jusqu'à, ben voilà, on est 1800, je vais dire. Donc 2 siècles et demi, 3 siècles pour la suite. Donc vous voyez que ça commence déjà à aller un peu plus vite. Donc la bienfaisance comme moteur de régie, donc vous voyez que les choses commencent à changer. Et ici, donc à partir de cette époque-là, voilà le premier modèle qu'on a rencontré, qui est la riboisière, qui est toujours aussi en fonctionnement. Donc vous voyez, chaque fois, c'est toujours des salles communes, mais vous voyez que le nombre de lits a beaucoup diminué. Il y a aussi toute une série de chambres d'isolement, donc on peut aussi, quand on a des gens qui sont, c'est surtout en fin de vie, ils peuvent être isolés, c'est pas spécialement des patients contaminants, mais des personnes en fin de vie qui étaient isolées. Très végétalisées, donc ça fait partie des plus beaux monuments de France, hein, c'est des beaux endroits à visiter. Donc voilà la riboisière en 1846. Un autre modèle du genre, et vous voyez qu'on est tout à fait à une autre époque, donc c'est l'hôpital des Granges Blanches qui est devenu maintenant l'hôpital Édouard Henriot. Quand vous allez dans le sud de la France, vous voyez souvent l'indication sur l'autoroute du Sud. Là, donc. Et alors qu'est-ce que vous voyez, c'est que cet hôpital, alors qu'il a été pensé en 1909, enfin les travaux ont commencé en 1909, il ne s'est ouvert qu'en 1930. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Première Guerre mondiale. Donc, arrêt des travaux, c'est aussi des enseignements, hein, on sait tout ce qui peut se passer au niveau administratif de nos jours. Donc, premier arrêt, et donc cet hôpital, finalement, on a ouvert les portes en 1930. 1930, donc, entre le moment où on le pense et l'ouverture, donc vous voyez qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Alors, c'est le même principe, hein, tout à l'heure, c'était un peu un hôpital, on va appeler ça en arête de poisson. Ici, c'est tout des petits pavillons isolés sur un grand terrain vague. Alors, voilà, en élévation, une gravure, comment c'est? Donc, de bâtiments de faible ampleur. Alors, un plus proche de chez nous, Bruckmann, hein, que tout le monde connaît aussi. Vous voyez comment c'était avant, hein, en pleine campagne, il n'y avait rien du tout. Maintenant, la ville a rejoint aussi cet hôpital, mais vous voyez que c'était complètement isolé de la ville de Bruxelles à l'époque, bien dans les campagnes. Même principe, hein, pourquoi je dis l'arête de poisson, donc la colonne vertébrale et puis les ailes d'hospitalisation. Tous ces hôpitaux, vous voyez aussi, même problème, hein, Première Guerre mondiale, 1906, ouverture en 1923. Or, donc cet hôpital a été mis en exergue par Florence Nightingale, qui était la référence des infirmières en matière, elle a fait Note on Nursing, Note on Hospital, donc a mis en valeur ces hôpitaux en disant c'est le modèle vraiment qui répond aux attentes au niveau hygiène. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les médecins sont revenus dans l'hôpital, hein, puisqu'il y a une obligation d'indication, de contre-indication, donc il y a vraiment une obligation maintenant que les médecins soient proches des patients aussi. Il faut savoir aussi que, alors qu'on est déjà au XXe siècle, en 1865, je crois, Pasteur avait déjà trouvé l'origine microbienne des microbes, donc c'était plus l'air qu'il fallait, hein, pour résoudre les problèmes d'infection. On voit que c'est d'autres soucis qui sont plus proches de les toucher et des choses comme ça. Il y a Lister aussi qui a découvert les antiseptiques, donc on voit que ces hôpitaux sont un peu obsolètes par rapport aux découvertes, mais vous allez voir aussi qu'ailleurs, tout à fait autre chose, quand on va en Amérique, on a des gratte-ciel qui sont des hôpitaux, donc des hôpitaux qui sont la mutation, donc la 4e mutation, ce qu'on appelle les hôpitaux monoblocs. Et donc vous voyez que
à la même époque, alors qu'on ouvrait des hôpitaux pavillonnaires en Europe, vous voyez que là-bas, on fait tout à fait autre chose. Pourquoi on fait ça là-bas? Il y a la spéculation foncière, donc le prix du terrain a pris une autre valeur, donc on ne peut plus utiliser des terrains sur des hectares, comme on l'a fait très souvent à l'époque avant. On a découvert les principes d'aération, de ventilation, on a découvert l'électricité, tout ça existe, le béton armé, donc voilà, c'est ce qui permet de construire en hauteur et de faire des choses beaucoup plus compactes. Vous allez voir aussi qu'en France, on fait des choses similaires, mais je vais d'abord finir mes deux images d'Amérique, avec 1929-1932, donc Los Angeles et New York. Donc vous voyez des bâtiments tout à fait autres, alors que chez nous, ces bâtiments sont déjà obsolètes en ouvrant. Donc c'est un bon enseignement aussi par rapport à ce qu'on fait. Du côté européen, vous voyez en 1932, donc Beaujon qui s'est ouvert, c'est un des premiers hôpitaux compacts qu'on trouve du côté français. Donc c'est un peu du pavillonnaire superposé, hein. Vous voyez la colonne vertébrale et puis toutes ces ailes d'hospitalisation qu'on a commencé à superposer. Toujours des salles communes, en 1932, des salles communes. Tous ces hôpitaux sont encore bien vivants. C'est un hôpital universitaire, hein, donc il y a de l'enseignement qui est à côté aussi. Donc ça, c'était une nouveauté aussi, cet enseignement, l'université qui vient donc avec l'hôpital. Voilà une autre vue et une vue plus récente d'ailleurs de Beaujon. Un autre qui aussi a été pensé bien avant et ne s'est ouvert qu'en 1934, enfin qui a été pensé en 1934 mais qui s'est ouvert après, dans les années 50, je crois que c'est en 1952, c'est Lille, toujours pour le même problème, Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était presque terminé dans les années 30, il ne s'est ouvert que dans les années 50. La cité hospitalière de Lille qui maintenant a fameusement grossi, hein, c'est plus du tout rien que ça. Et tous ces hôpitaux qui sont encore toujours vivants, pour la petite histoire, on avait été appelé chez nous au bureau pour cet hôpital pour voir comment on retransformait toutes ces salles communes. Voilà, donc vous voyez, c'est ça, les salles communes de cet hôpital en étoile. Donc vous aviez le poste de garde, le poste infirmier qui était là encore avec toute sa notion d'infirmière en chef qui était plus haute que les infirmières, les ouailles, je vais appeler ça, qui travaillaient, et qui avait vu sur chaque fois les portes qui étaient ouvertes donc, de ces grandes salles, qui avaient une vue pour la surveillance de tous ces patients. Donc dans les années 90, on avait été appelé parce que justement les salles comme ça communes étaient complètement déjà dépassées dans les années 50. Il y avait un besoin de confort, d'isoler les patients, les gens n'avaient plus envie d'être dans des grandes salles communes. Et je me souviens quand on est allé voir ça, ils avaient juste mis des tentures entre les patients en les séparant beaucoup plus. Il n'y avait pas beaucoup de patients dans une salle. Et donc si vous allez voir maintenant la cité hospitalière de Lille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chaque fois ajouté une tranche pour mettre des chambres en façade, enfin du côté façade, ils ont rajouté une tranche pour mettre les chambres. Il y a un couloir le long ici et vous avez une autre tranche de chambre de l'autre côté. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont connu ça, hein. Aussi Bruckmann, ils ont fait ça avant les transformations, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont rajouté une tranche à l'extérieur pour agrandir ces ailes qui étaient trop étroites que pour faire des chambres plus un couloir. Hein. Dans peu de mètres comme ça, on n'y arrivait pas. Dans une dizaine de mètres, c'était impossible. Donc tous ces hôpitaux se sont vus greffer comme ça d'extensions un peu en tout genre. Alors, ce nouvel hôpital des années 70, que tous nos modèles qu'on connaît du côté belge, tous les hôpitaux récents ont été faits de cette manière-là. Le premier modèle du genre, qui n'est pas une réelle mutation, c'est plutôt un peu le même esprit que l'hôpital monobloc, mais on l'appelle plutôt l'hôpital compact ici, puisque c'est le monobloc rendu à son excès, donc vraiment ici tout un sur l'autre. Donc c'est le classique de l'hospitalisation qui est dans les étages supérieurs, le plateau médico-technique et normalement tous les locaux logistiques qui sont en dessous et toute la production qui est en dessous. Chez nous, on a appelé ça l'hôpital arbre, vous allez comprendre pourquoi. Check. Voilà, un autre modèle du genre qu'on peut très bien assimiler à notre Saint-Luc. C'est une barre, mais même principe, hein, vous avez toutes les ailes d'hospitalisation dans la partie supérieure, le plateau médico-technique qui est en partie inférieure et en sous-sol vous avez la logistique et vous avez l'enseignement ici en dessous dans la partie inférieure, dans cette partie-là ici sur le côté. Voilà en Belgique les mêmes modèles, hein, mais c'est toujours des principes qui sont les mêmes. Donc je vais commencer par le plus vieux. Tivoli, qui est un des premiers qui a été fait par nous au bureau ici, qui est le même principe, mais c'est en étoile, hein, trois ailes. Il y a Vézal, qui est l'hôpital André Vézal, qui est fait sur le même concept. Mais c'est le même principe. Les ailes d'hospitalisation, le plateau médico-technique, et ce qu'on ne voit pas qui est enfoncé dans le sol, c'est toute la logistique.
Saint-Luc, qui est venu un peu après, c'est la même chose, mais c'est la barre, hein, donc, comme j'ai montré un peu Mont-d'Or, c'est vraiment le même principe. Là, tout le médico-technique est en dessous. Et Erasme, en forme de croix, mais toujours le principe de l'hôpital Arbre. Voilà pourquoi je parle d'hôpital Arbre. C'est très facile à comprendre. Le tronc de circulation verticale avec toutes les circulations ascenseurs, monte-malade, monte-charge. La partie médico-technique que vous voyez en bleu, qui sont les racines qui viennent dans la terre, qu'est la logistique, et puis les ramures qui sont les ailes d'hospitalisation. Voilà pourquoi on a appelé ça comme ça chez nous, mais c'est caractéristique de tous ces hôpitaux des années 70-80 qui sont basés sur le même principe. Alors pour vous montrer l'excès dans ce type d'hôpital, jusqu'où on a pu aller dans les folies, j'espère qu'il n'y a personne de cet hôpital dans la salle, de ceux que je connais non, mais voilà, c'est l'aberrance d'où on est allé dans ce genre d'hôpital. C'est l'hôpital d'Aix-la-Chapelle qui est monstrueux, donc vous allez voir après j'ai mis un peu toutes les critiques qui ont été appliquées à tous ces hôpitaux, mais c'est un monstre dans le sens qu'il y a plus de 2000 lits, c'est un très gros hôpital. Alors pour la petite, c'était aussi une époque de mode, voilà, c'était un peu comme le musée Pompidou où toutes les techniques on les a mis en apparence, c'était les années où il fallait montrer la technique, on les mettait même en couleur pour les mettre vraiment en exergue et valoriser la technicité du bâtiment. Mais pour la petite histoire, sur cet hôpital, c'était stratégique à la frontière, donc avec Aix-la-Chapelle à la frontière Belgique, Hollande, Allemagne. Gros service traumatologie, donc ils espéraient que tous les accidentés, enfin c'est le cas aussi, hein, tous les accidentés aillent là-bas. Mais c'est un hôpital où, par exemple, les hélicoptères ne savaient pas atterrir tout proche de l'hôpital parce que les turbulences provoquées par un monstre pareil faisaient que les hélicoptères devaient atterrir à distance et puis il y a une ambulance qui devait de toute façon transporter les blessés vers l'hôpital. Donc, vous voyez un peu les choses qui n'ont pas été réfléchies. Alors tous ces hôpitaux que tout le monde connaît maintenant, hein, puisque c'est les hôpitaux dans lesquels la plupart des utilisateurs vivent, donc ce qu'on a reproché c'est surtout l'asservissement aux transports verticaux. On sait maintenant que c'est très difficile, alors qu'il y a une déshospitalisation, il est très difficile de nos jours, donc cette déshospitalisation a fait qu'on a mis des consultations dans les étages d'hospitalisation. Le nombre d'examens qu'on pratique a augmenté aussi, donc forcément il y a beaucoup plus de trajets demandés par les montes-malades et par les ascenseurs, beaucoup plus de visites aussi, qui fait que bien souvent il y a des temps d'attente devant ces ascenseurs que tout le monde voudrait augmenter la capacité, mais c'est pas évident d'aller rajouter un ascenseur ou un monte-charge ou un monte-malade au sein d'une institution. On ne sait la mettre qu'à l'extérieur. Alors il y a quelques personnes intelligentes, je vais dire, entre autres à Erasme, le bureau Céro, l'architecte Céro avait prévu déjà des trémies en plus, parce qu'on savait déjà qu'on allait dans cette tendance-là. Le Erasme est l'un des plus récents dans toute la bande des hôpitaux Arbres. Il y avait déjà des trémies vides qui avaient été faites, donc le gros œuvre permettait de rajouter des cabines d'ascenseur au cas où il y avait une demande. Donc ça c'était déjà quelque chose qui avait été bien pensé à l'époque, mais les autres, c'est impossible. Donc il y a des temps d'attente qui deviennent trop longs, les gens rouspètent de tout ça. Il y a aussi la monumentalité, c'est pas nouveau, ça fait bien 20 ans qu'on parle de déshumanisation des hôpitaux. Cette monumentalité fait peur, hein, on se dit, oula, je vais dans une machine à guérir, est-ce que je vais en sortir? Donc, et en plus, ça manque de flexibilité, puisque cet hôpital, vu la hauteur, la taille, est très difficile à transformer. Donc, voilà, quand il y a des hospitalisations, ce qu'on peut faire, c'est monter des services qui ne devraient pas être aussi haut placés. Donc voilà, c'est très difficile de les rendre flexibles. Il y a toujours cette monumentalité fait qu'il y a un nombre de personnes et de patients là-dedans qui fait que bien souvent les gens ne se connaissent même pas, on ne sait même pas qui fait partie de l'institution, qui ne le fait pas, donc il y a comme ça un stress aussi dans la manière de travailler. Ces ascenseurs, plus cette concentration fait qu'il y a des échanges microbiens, donc des infections, échanges microbiens, donc risque d'infection nosocomiale. Il y a plus d'infections nosocomiales dans les hôpitaux universitaires que dans les petits hôpitaux de banlieue, entre guillemets, mais parce qu'il y a du monde. Tout bêtement, le monde fait qu'il y a plus de risques. Et donc voilà, j'ai un peu passé tout en revue là, en mélangeant un peu tout, mais donc ces hôpitaux sont très critiqués et on voit maintenant qu'il y a une volonté de bouger et tout ça.
Il y a par ailleurs, si je vais plus dans les précisions, il y a aussi la taille des chambres. Donc tous ces hôpitaux étaient sous une modulation de 3,60 m, qui était 3,60 m qui convenait très bien pour les chambres d'hospitalisation et très bien pour tout ce qui est actes techniques qu'on procédait en partie inférieure. Donc 7,20 m convenait très bien pour des salles d'imagerie, des salles d'opération. Or, maintenant, on voit que malgré qu'il y a l'informatique, on pourrait croire que tout devient miniature, mais au contraire, ça devient plus performant, donc ça augmente. Au niveau des salles d'opération, alors qu'on travaillait dans les 30 et des mètres carrés classiquement pour des salles d'opération à cette époque, maintenant, on va jusqu'à, enfin, je vais pas parler des salles hybrides qui sont un peu des exceptions, mais on fait entrer l'imagerie dans les salles d'opération, donc on est facilement à des 50-60 mètres carrés pour des salles d'opération où il y a de la technologie pareille, et dans des salles classiques, on est en tout cas dans les 40, 45, voire plus au niveau des mètres carrés. Donc la demande est toujours plus grande, et dans les unités de soins, nos lits augmentent, parce que la plupart des lits sont aussi pour les Américains, qui sont des grands consommateurs de soins de santé, et les Américains demandent des lits plus larges, qui ne passent plus dans nos portes, qui ne rentrent parfois plus dans nos chambres. Je ne vais pas citer des hôpitaux ici, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas utiliser les nouveaux lits ou qui doivent prendre des lits qui sont anciens. Et par ailleurs, toutes ces chambres à 2 lits où le premier patient devait toujours, donc quand vous devez passer avec le patient qui est côté fenêtre, mais il fallait d'abord ressortir, enfin il faut ressortir, je ne sais pas pourquoi je parle à la parfait parce que c'est du quotidien, il faut sortir le patient côté porte pour sortir le patient côté fenêtre, donc ça pose beaucoup de problèmes avec la taille de tout ça. Alors, petit résumé rapide, mais vous voyez cette grande accélération de la durée de vie d'un hôpital. On parlait de 5 siècles, 2 siècles et demi, 80 ans, 30 ans, et maintenant, bien souvent, on fait des hôpitaux, je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont obsolètes, mais en tout cas, les fusions et compagnie font que bien souvent, on fait des travaux et 2-3 ans après, on refait des travaux enfin, on casse déjà des choses qu'on a fait après 2-3 ans, parce qu'il y a de nouvelles demandes. Donc la durée de vie d'un hôpital est devenue très, très rapide. On ne sait pas vers où on va, mais ça va très très vite. Or, forcément, il y a quelques architectes ici dont l'architecte est toujours un peu, je vais dire, gros coup, donc on aime bien d'être publié dans des revues d'architecture. Or, un hôpital, ça fait rarement, normalement, les grands titres d'une revue d'architecture, puisqu'on est très fonctionnel, on doit répondre aux besoins de la médecine principalement, des patients éventuellement, mais en tout cas, on est très sollicité, c'est la médecine qui nous dicte un peu nos changements. Donc, il y a quand même une petite modestie quand on fait des hôpitaux, parce qu'on est au service du fonctionnel de l'hôpital. Donc, il faut faire très attention. Et voilà, les choses bougent beaucoup. Je vais passer très vite parce que je crois que j'ai tout raconté là-dedans au niveau des moteurs et compagnie. Mais vous voyez, cette grande évolution, c'est surtout là que je veux en venir. Alors, quelles sont les pressions sur l'avenir des choses qu'on connaît déjà maintenant, hein, c'est surtout l'évolution des techniques et de la médecine qui bouge à une vitesse VV'. Donc, en tout cas, surtout les services d'imagerie qui n'arrêtent pas d'évoluer. C'est vraiment les services qui bougent le plus. Donc, c'est des services qu'on doit mettre à des endroits où on peut tirer des tiroirs aisément. Il faut que ça puisse évoluer facilement. Mettre de l'imagerie dans les étages supérieurs, c'est aberrant, puisque on doit tirer les 3 étages pour faire des transformations au 3e si l'imagerie se trouve là. Donc, il faut mettre l'imagerie dans des endroits où on sait qu'on peut avoir beaucoup de flexibilité. Cette déshospitalisation qui est énorme, et toutes les alternatives à l'hospitalisation. Quand je parle d'alternatives, c'est pas uniquement dans l'hôpital. Forcément, il y a la chirurgie ambulatoire maintenant qui est depuis quelques années, enfin une dizaine d'années, bien implantée. Mais il y a aussi, on essaye de sortir très vite de l'hôpital. Donc, soit en périphérie de l'hôpital, soit être carrément la médecine à domicile. Donc, on voit toutes les techniques maintenant de communication avec notre smartphone. Là, moi, je vois, j'ai un PES-personne, j'ai un tensiomètre. C'est pas encore chez nous, mais si vous voulez, il est mis qu'on peut être lié à son médecin généraliste. Donc, il y a un tas de choses qui va tout chambouler dans nos hôpitaux par cette connectivité qu'on a partout. Les principes de gestion qui ont beaucoup évolué. Avant, c'était régulièrement des médecins qui géraient un hôpital. Il y en a encore quelques-uns, mais ça devient de plus en plus rare. Comme je dis toujours, maintenant, ce sont des solvemen. Hein. Chez nous, c'est des gens qui ont des formations qui sont plus de l'économie. C'est une entreprise. Un hôpital, c'est une entreprise. C'est souvent une plus grosse entreprise que ce qu'on trouve dans le secteur de l'économie. Donc, il y a des syndicats, il y a de tout. Donc, ça doit se gérer vraiment comme une entreprise. Toute la logistique est en plein boom, comme je dis pour le moment. C'est surtout la logistique
qui révolutionne les hôpitaux. Chez nous, on est encore très lent sur ce sujet parce que il y a encore les normes hospitalières qui nous contraignent à mettre les choses dans l'hôpital. Les numéros d'agrément, vous avez un bloc opératoire, vous êtes obligé d'avoir une stérilisation dans l'hôpital. La pharmacie ne peut pas quitter l'hôpital non plus. Les laboratoires, on commence à parler, à faire des associations pour avoir des laboratoires communs pour plusieurs hôpitaux. Mais quand on voit la proximité de nos hôpitaux en Belgique, ça semblerait naturel qu'alors qu'en Espagne, ils le font depuis longtemps, en France, ils le font aussi depuis quelques années, de centraliser ça pour plusieurs hôpitaux. Ce serait la première mesure économique qu'on peut faire. Pour parler d'une petite expérience, on travaille pour le moment sur Erasme. Le comique d'Erasme, c'est qu'on fait un nouvel hôpital, mais il y a Bordeaux qui est à côté. On sait que dans quelques années, ça va être sûrement tout ULB ou un autre nom, mais en tout cas, ce sera sûrement un hôpital commun. Pour le moment, c'est un peu chien et chat. Mais en tout cas, c'est 2 numéros d'agrément au niveau pharmacie. Donc pour le moment, normalement, ils ne peuvent pas encore rassembler les pharmacies. Ce qui est un peu fou parce que ce sera le même quai de déchargement. Donc pourquoi pas aussi toute la même logistique. Il y a 3 nouveaux hôpitaux qui se construisent sur Bruxelles. Pourquoi ne pas avoir une entente dans ces 3 hôpitaux pour faire en tout cas toute une logistique commune? On sait que Saint-Luc a aussi des volontaires. Alors, actuellement, on se regarde toujours au niveau de concurrents et pas en termes de pôles pour réduire un peu les coûts de tout ça. Mais bon, voilà, on sait que c'est des tendances qui vont venir. Il y en a déjà d'autres qui le font, donc on le sait. À Marseille, ils ont fait un grand pôle logistique où on a stérilisation, on a pharmacie, on a tout l'économa qui est là-dedans. Ce sont des camions qui font les trajets entre ce pôle logistique et tous les hôpitaux de la région de Marseille. C'est drôlement plus rentable. C'est des bâtiments qui coûtent moins cher puisqu'ils sont faits comme des pôles logistiques qu'on pourrait trouver dans l'industrie. Donc ce sont des bâtiments beaucoup plus simples au niveau du coût de la construction par rapport au coût d'un hôpital. Et puis forcément, qui va de pair avec tout ce que je viens de raconter, la santé est là. Il y a eu une conférence sur la 6e réforme de l'État. Je suis déjà étonnée qu'il y a autant de monde parce que personne ne sait où on va. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu dire intéressant parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé dans les hôpitaux, comment on va être financé. Donc voilà, on sait qu'il faut changer les choses. Alors très vite aussi, donc l'hôpital du futur, quand je dis hôpital du futur, je ne devrais pas même mettre 2000, mais plutôt 2020. Quel est l'avenir? On sait qu'il faut un juste milieu entre ce pavillonnaire, c'est déjà des choses qui se font, un juste milieu entre le pavillonnaire et cette hypercompacité. Pour vous montrer, je vais aller très vite quand même parce que sinon je vais durer trop longtemps, voir quand même que dans les années 70 se faisaient quand même des choses qui étaient bien réfléchies. Voilà, à Copenhague, donc en Danemark, vous voyez un hôpital, même s'il est en pleine transformation déjà maintenant, mais vous voyez, ça c'était toute l'hospitalisation et le médico-technique qui est à côté, sur un seul niveau, ce qui permettait d'évoluer comme on voulait. Vous voyez le parking en dessous. Bon, les Danois ont une autre mentalité aussi que chez nous. Ils prennent un vélo s'il faut parcourir des longues distances ou une trottinette. Chez nous, on prendrait ça pour des gens cinglés de faire ce genre de choses. Mais enfin, là, ils ont plus l'habitude. Donc, c'est des choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent très bien. Vidrovre, vous allez voir, après l'Aude-Linsart, vous allez voir qu'il y a un peu des similitudes. Voilà déjà des grands apports de lumière. Vous aviez donc tout le médico-technique qui était ici en dessous, donc très vitré avec des patios de la végétation. L'hospitalisation sur 2 niveaux uniquement, donc en arête de poisson, voilà, mais sur des faibles hauteurs, donc qui permettent moins de problèmes de sécurité incendie, donc des coûts moindres au niveau de la construction aussi. Bon, maintenant, ça fait des distances plus grandes. Alors, d'autres aberrances, notre architecte Ribollet n'est pas là, donc je peux le critiquer, mais c'est un hôpital qui, quand il est ouvert, a fait beaucoup parler de lui parce que on se disait c'était le premier hôpital qui tient compte du patient. Donc Riboulet a fait beaucoup d'écrits, a écrit des bouquins, a fait des conférences là-dessus en disant j'ai tenu compte des patients, c'est un hôpital pédiatrique enfin mère-enfant, j'ai tenu compte de mes patients pour faire l'hôpital. Et c'est vrai qu'il y a des choses nouvelles qui se sont faites au niveau des accueils, des prises en charge des personnes. Bon, maintenant le problème, cet hôpital a été fait le long du périphérique de Paris, donc vous voyez ici le périphérique là qui passe, plus les limites du terrain, donc une forme en courbe. Alors c'est des belles choses pour les architectes, on aime bien travailler avec des courbes et des choses comme ça. Par contre, au niveau justement de la transformabilité, quand vous avez une courbe, un arc de cercle c'est une forme parfaite, donc tirer des choses hors de ça c'est très difficile. En plus vous voyez la complexité des choses, bon, c'est vrai que pour des enfants c'est peut-être un peu un jeu de Lego quand on le voit de l'extérieur. Par contre pour y vivre c'est autre chose, donc c'est un hôpital qui est fait tout en carrelage.
Et résultat des courses, ben, c'est un peu coupe-gorge. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui ose circuler dans les couloirs extérieurs le soir parce que à tout moment, vous risquez de trouver quelqu'un au coin d'un couloir et d'être agressé. Il y a des carrelages qui tombent, enfin ça c'est un peu des malfaçons, mais des carrelages qui vous tombent sur la tête. Donc c'est devenu un lieu très dangereux, alors que c'est pas vieux, hein, c'est dans les années 80. Autre monument encore qui a été fait en France, c'est l'hôpital Pompidou, Georges Pompidou de l'architecte Zubléna. Alors, il y a beaucoup de personnes, tous les gens qui veulent faire des nouveaux hôpitaux sont allés voir cet hôpital parce que c'est un premier du genre avec ce qu'on appelle une rue centrale, donc qui traverse ici tout l'hôpital, très vitré, c'est agréable, au niveau humain c'est très agréable. Par contre, vous voyez, c'est tout du verre et de l'acier. Alors le verre et l'acier posent beaucoup de problèmes au niveau sécurité, mais en plus c'est l'entretien de tout ça. Donc quand il faut entretenir tous ces vitrages, donc c'est toutes des façades vitrées, c'est très complexe. Bon, il y a l'agréabilité de cette lumière, mais c'est très compliqué au niveau de la maintenance de cet hôpital. Ils ont eu par ailleurs d'autres ennuis avec la Legionellos, mais ça n'a rien à voir avec la construction, ça c'est plutôt au niveau coordination, on va appeler ça. Plus du tapis plein, j'ai déjà eu moi aussi des gens qui me demandent du tapis plein en tant qu'architecte. Je dis mais c'est parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont faire des stages en Amérique. Là, en Amérique, ils ont beaucoup du tapis plein dans leurs hôpitaux. Alors le tapis plein a le gros avantage, c'est que quand vous marchez, vous ne faites pas de bruit, donc on n'entend pas les bruits de pas. Mais il faut savoir que pousser un lit ou un chariot sur du tapis plein, il faut engager des musculateurs. Là, c'est dur à pousser. Et puis c'est l'entretien. Ce qu'on oublie en Amérique, ce sont des hôpitaux qui sont souvent sous forme de leasing, donc le tapis est abîmé, on le change, c'est pas grave. Ici, les quelques essais, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais le Sartillement avait du tapis plein dans ses unités de soins, tout a été arraché très vite. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il était peut-être au niveau hygiène, je ne sais pas si au niveau prélèvement il y avait des problèmes, mais en tout cas, les taches étaient devenues plus blanches que le tapis en général qui était usé. Donc là où on frottait, ça devenait plus blanc que le reste. Donc ça a été très vite arraché parce que même si c'était propre, ça faisait sale, entre guillemets. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus d'avenir enfin il y a des choses qui se font déjà, mais voilà un peu comment on voit les choses. Donc maintenant il y a plutôt des regroupements, beaucoup de choses honnêtement, hein, c'est très difficile de dire il y en a un qui a opté pour ça ou pour ça, c'est plutôt un mélange. Mais en tout cas il y a des regroupements, les choses sont pensées plus en termes soit de discipline, soit d'activité par type de population, mais vous allez voir que c'est très difficile à voir parfois les choses. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne devrait plus parler d'un hôpital à l'avenir en termes du nombre de lits. Ce qui fait la réputation d'un hôpital, ça ne devrait pas être son nombre de lits. Faire des monuments avec des milliers de lits, et encore en Belgique, on est encore assez modeste, on va maximum à 1000 lits, 1500 lits. Mais si on va en Italie, en France, ou enfin en France, ça va encore, mais en Espagne, c'est des hôpitaux qui sont avec des 2000 lits aisés, donc c'est une population énorme. Donc on ne devrait plus parler de ça si on veut la réputation. On devrait avoir des hôpitaux aigus qui sont réputés de par leur technicité, de ce qu'ils font comme pratique chirurgicale ou médicale, mais plus en termes de nombre de lits. Ça, c'est encore un sale défaut qu'on a chez nous. Alors voilà quelques exemples. Hein, l'hôpital de Saintes, alors discipline, mais c'est parce que donc vous avez l'hôpital général qui est ici et le mère-enfant qui est là, donc néonatologie, pédiatrie, maternité, gynéco, tout ça se trouve là-bas. Un autre exemple qui est les cliniques nantaises où ils ont tout ce qui est chimie, enfin tout ce qui est le pôle cancer, on va appeler ça, d'ailleurs c'est des noms différents, vous avez le centre Catherine de Sienne, alors que là on parle des cliniques nantaises, ils ont même deux appellations différentes, mais c'est sur un même site, donc bien séparer le pôle cancer du reste. Ici par pôle d'activité, donc on est principalement dans de l'ambulatoire ici, donc bien séparer les choses au niveau ambulatoire. Là, par type de population, donc séparer plutôt les longs séjours des courts séjours, donc tout ce qui est psychiatrie, gériatrie qui fait partie des longs séjours par rapport à l'hôpital général qui est à côté. Hein. Un gros hôpital aussi qui est Nice, donc là c'est par pôle. Erasme parle un peu comme ça aussi par pôle de connivence par spécialité, donc on va appeler la tête et cou, tout ce qui est ortho lié aux urgences et tout ce qui est, on va dire, le bassin et bas-ventre qui est ensemble. Donc c'est un peu comme ça qu'ils travaillent, c'est des choses qu'on entend parfois dans nos hôpitaux universitaires. Ici par flux, donc séparer tout ce qui est flux ambulatoire de ce qui est flux
Pour les urgences et des flux pour la logistique et ce qui est flux pour l'hôpital général. Alors c'est des choses qui ont été un peu tentées chez nous, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Pour parler aussi d'un cas qui n'a pas fonctionné chez nous, par exemple Erasme, qui a voulu son hôpital de jour complètement séparé de l'hôpital général. Au départ, c'était vraiment un bâtiment qui n'était rejoint que pour des liaisons logistiques, mais on voit que finalement ça ne marche pas du tout, puisque vous avez des chirurgiens qui ont un planning opératoire parfois le matin en chirurgie classique, qui sont dans l'hôpital, donc l'ancien hôpital Erasme, et puis vous avez une partie qui est dans l'hôpital de chirurgie ambulatoire. On ne se change pas dans les vestiaires, on passe dans les couloirs pour aller très vite, passer de l'hôpital, enfin du bloc opératoire classique à l'hôpital de chirurgie ambulatoire. Donc il y a des fraudes comme ça qui se passent. Ils avaient pensé aussi que on allait entrer tout le flux logistique du bloc opératoire, on devait normalement emprunter les monts de charge. Ben, l'humain fait au plus facile, donc la stérilisation qui est en dessous de la chirurgie ambulatoire, donc dans ce bâtiment qui est séparé, finalement on monte jusqu'à l'étage qui est plus ou moins celui du bloc opératoire, mais comme ça a été bien fait, il n'y a aucun niveau qui est au même niveau que l'hôpital général, donc ils doivent descendre une pente d'1,20 m, donc un chariot rempli d'instrumentation qui est pesante, ben, il y a un type qui doit se mettre devant pour ne pas que le chariot aille s'écraser sur la porte qui est en face, parce que il y a des pentes à parcourir, c'était pas prévu au départ, mais voilà, c'est des petits dysfonctionnements que si on avait peut-être réfléchi les choses un peu plus longuement, ben, ça aurait été fait différemment. Alors maintenant, pour parler de cas concrets qui se font en Belgique, je vous montre un peu les derniers exemples. Ça, c'est l'hôpital Bruckmann fait par Saint-Minck, la transformation donc, de Bruckmann. Vous voyez encore les anciens pavillonnaires ici, d'ailleurs, avec leurs ajouts en façade. Mais vous voyez ici quel est le principe. Il y a un couloir médical, on va appeler ça. Il y a un couloir ambulant qui est là. Ils ont un peu conservé le même type en aile de poisson. Et vous voyez, ben, on pourrait dire que c'est une séparation aussi par pôle de population, puisqu'il y a l'UDERF qui regroupe tous les enfants là-bas. Vous avez tout le pôle, je vais dire, hôpital général qui se trouve ici, avec son plateau médico-technique qui est tout en dessous, et la logistique encore en dessous. Mais vous avez encore dans les vieux bâtiments de Horta, vous avez encore le bloc opératoire. Vous avez donc le bloc opératoire, c'est ce qu'on voit, on voit pas. On voit un tout petit bout là-bas, là. Mais il est encore dans les vieux bâtiments Horta qui sont classés, il faut savoir ça, en plus classés. La stérilisation est là aussi, et c'est tous des bâtiments que vous avez qui sont très difficiles à transformer. Les salles sont beaucoup trop petites, mais très difficiles à transformer, puisque c'est encore des murs porteurs à l'époque de ces bâtiments monumentaux. Donc on sait difficilement agrandir sans faire des dégâts. Donc, et vous voyez les distances à parcourir entre le bloc opératoire et toutes ces ailes d'hospitalisation. Alors, autre qui vient tout récemment d'ouvrir fin 2014, de Lassar, l'hôpital Marie Curie. Je vous parlais de l'hôpital Vidrovre, vous voyez qu'il y a une similitude aussi. Donc la rue, comme vous avez pu voir à Pompidou, une grande rue qui n'est pas réellement comme à Pompidou dans le sens où ce n'est pas une rue commerçante, ce qui est un peu les tendances maintenant. Vous avez les ailes d'hospitalisation là avec ces carreaux en terre cuite. Et alors, spécificité qu'ils ont fait ici, c'est de faire un bâtiment de consultation, donc une tour de consultation. Donc ça, c'est ce bâtiment gris. Alors, on peut critiquer, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Donc l'avantage, c'est que vous avez un plateau de consultation, ils peuvent se partager entre l'hospice et la consultation, ils peuvent se partager les instruments, les appareils d'imagerie. S'ils veulent aller faire une écho, par exemple, un patient en cardio qui se trouve à côté, ben, ils peuvent déménager les échos portables pour aller là-bas. Bon, maintenant, le tout, c'est qu'au niveau transformation, là aussi, ça va être peut-être difficile dans quelques années, quand il faudra peut-être plus de consultations, qu'on va déshospitaliser. En plus, les architectes ont bien identifié ça au niveau architecture, puisque vous voyez, il est d'une autre couleur que les autres. Voilà, c'est des petites choses peut-être qui un jour vont poser problème. En plus, le terrain est ce qu'il est, il n'est plus agrandissable. On sait qu'il souffre déjà d'un manque de parking actuellement. Voilà, c'est un peu les aléas de... on est à l'extérieur de la ville, c'est un peu comme Erasme, on n'arrête pas d'augmenter la population sur Erasme, Bordeaux va venir, mais les parkings, on est en train de les démolir pour mettre les bâtiments. Donc, et cet hôpital, malgré qu'il y a des transports en commun, mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de la banlieue, enfin de Charleroi, de tout le Hainaut. Donc ces gens prennent beaucoup de voitures. Vous avez des étudiants aussi qui viennent avec des voitures. Donc il y aura, même s'ils comptent agrandir les parkings existants, ce ne sera toujours pas suffisant que pour accueillir tout le monde le jour où tout ça se fait. Alors, deux hôpitaux que nous avons sur nos planches, là, dont les travaux ont commencé, donc le CHC de Liège.
Alors là, c'est un regroupement par activité. Donc deux choses qui nous avaient été imposées, c'est séparer l'hospitalisation adulte de l'hospitalisation mère-enfant, qui sont dans ces croix, et séparer le plateau médico-technique. Il voulait absolument qu'il soit juxtaposé par rapport à l'hospitalisation. Ce qui a déjà été très déterminant dans la manière d'agencer les choses, c'est deux contraintes énormes. Bon, ça peut se faire parce que le terrain est très ample. Ici, c'est un terrain de 31 ou 35 hectares, je ne sais plus exactement, mais enfin, on est avec des grands terrains. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a toute une autre activité sur ce terrain qui va être envisagée aussi. Mais cet hôpital est très long, hein. On a des longueurs de 220 mètres, là après 180. Donc ça veut dire automatisation des transports, hein. On est avec ce qu'on appelle les AGV pour transporter toute la logistique, puisqu'on a l'Economa qui est ici en dessous, on a toute l'imagerie, le bloc opératoire aussi en dessous, la stérilie, les vestiaires sont là en dessous du médico-technique. Mais l'avantage, vous avez toute la chirurgie ambulatoire qui est en face du bloc opératoire. Donc des trajets très courts pour ceux qui demandent le plus de liens. Alors, voilà, vous voyez donc comment ça a été conçu. Il y a une rue médicale en rouge qui sépare l'hospitalisation du plateau médico-technique et une rue que vous voyez un peu en zigzag parce que c'est une rue qui n'a pas de définition exacte. C'est une rue très large qui sera pour les ambulants. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de croisement de population entre les lits ou en tout cas le monde des horreurs entre guillemets et les gens qui normalement sont en bonne santé, ou entre des enfants et des adultes qui crachent ou autres. Voilà, vous voyez aussi les séparations, mais je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça. Mais vous voyez en tout cas que c'est un hôpital qui prend beaucoup de place sur le terrain. Donc avantage, inconvénient. Alors à l'autre extrême, alors qu'on l'a aussi, mais ça c'est le Chirec, qui est un hôpital de ville où là le terrain était vraiment coincé, d'archi coincé. Donc c'est un hôpital qui finalement est très compact. Vous voyez ici, c'est l'arrivée sur Bruxelles, hein, de l'arrivée donc de Namur. Vous avez le chemin de fer, le RER qui passe, vous avez aussi la déviation du chemin de fer par là. Donc c'est un truc, on est vraiment coincé entre les circulations. Donc cet hôpital a dû se compresser dans ce bout de terrain. Donc vous voyez que c'est un hôpital très compact. Donc là, on n'a pas besoin l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de transport automatisé. Le grand avantage du CHC, c'est qu'on a beaucoup de lumière, on est un hôpital baigné de lumière, il y a des patios partout, toutes les ailes d'hospitalisation sont vraiment très généreusement, et même le plateau médico-technique, parce que ça c'est quelque chose que maintenant tout le monde revendique, c'est d'avoir de la lumière, de ne plus travailler dans des espaces pendant 8 heures par jour sans lumière du jour. Donc ça c'est des choses que tout le monde veut. Alors ici aussi il y a des patios, mais on ne peut pas dire qu'ils sont grandioses, hein, c'est plus modeste. Mais enfin, on a quand même essayé d'avoir de la lumière, mais le bloc opératoire est quand même bien enfoui là en dessous, donc voilà, ils auront un peu de lumière, mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de lumière dans les salles d'opération, en tout cas, il y en aura dans les détentes, des choses comme ça. Donc, c'est le gros inconvénient dans un hôpital de ville. Maintenant, c'est stratégique, hein, cette implantation a un but très stratégique pour le Chirec, qui est de drainer une population quand même, pas la population quand même avec un certain niveau, puisqu'ils restent quand même proches de Uccle et de leur patientèle d'avant, je vais dire, très proche de Saint-Luc, qui a très peur, et puis toujours proche de la ville et proche de l'arrivée de Namur, donc un gros avantage. Mais voilà les inconvénients, c'est d'être coincé sur son terrain. Donc on est évolutivité, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Parce que bon, ils ont quand même pensé évolutivité, on ne peut pas faire autrement de nos jours. C'est que là, il y a beaucoup de surfaces qu'on appelle des surfaces casco, donc des surfaces qui vont être construites en gros œuvres, mais qui ne sont pas parachevées. Donc il y a trop de surface par rapport aux besoins actuels. Bon, maintenant, vous allez me dire, dans 10 ans, enfin, le jour où ils ouvrent, peut-être que tout sera mangé, parce que forcément, c'est toujours le problème de nos jours, c'est qu'on n'arrête pas d'augmenter les besoins, mais en tout cas, il y a quand même de la surface de réserve. C'est la seule chose qui était possible pour cet hôpital. Et alors, quelque chose que nos amis néerlandophones doivent reconnaître, puisque ça, c'est la tendance qui se fait en Hollande, qui a été un peu donnée chez nos amis hollandais. Ben maintenant, voilà, c'est de penser. Donc, il y a d'abord ce que les Hollandais appellent la Skillen méthode. Donc, c'est de différencier tous les bâtiments avec des avantages et des inconvénients. Hein. C'est ce que le grand hôpital de Charleroi voulait dans son concept. Donc, de séparer les grands pôles d'activité pour séparer donc la partie médico-technique de la partie hospitalisation, de la partie logistique, de la partie administrative. Pourquoi? Bon, ça veut dire qu'on peut se permettre de construire des bâtiments avec
avec des coûts au mètre carré qui sont différents, parce que quand on est dans un hôpital, on est très vite à des coûts de plus de 2000 € du mètre carré. Or, en faisant cette dissociation, ça veut dire qu'on peut faire des bâtiments qui sont construits différemment que l'hôpital. Hein. Pour de l'administration, on est dans du bête bureau, entre guillemets. Pour de la logistique, on est dans l'entrepôt. Donc, c'est des coûts de bâtiments différents. Et puis alors, l'avantage qui est signalé par la Skilled Method, c'est que les durées de vie, donc on dit hein, la plus grande évolutivité, c'est le médico-technique. Or, les bureaux, même si on change les affectations, le nom de l'étiquette, ça ne bouge quand même pas beaucoup la demande pour les bureaux. La logistique, si on casse un bâtiment de logistique parce qu'on en a plus besoin, ça ne coûte pas non plus très cher. Donc c'est un peu ça qui est prôné par les Hollandais. Avec des inconvénients, parce que ça veut dire alors qu'on augmente les distances de circulation, donc ça veut dire qu'il faut des tunnels, des passerelles, des choses comme ça. Ça demande du terrain aussi, hein, on sait que le terrain coûte cher, donc il y a des avantages et inconvénients, mais enfin, voilà, c'est une tendance. Mais alors ce qu'il faut surtout savoir de nos jours, c'est cette tendance quand même, où on devrait penser l'hôpital plus comme un hôpital général. En fait, les hôpitaux encore se font trop concurrence de nos jours. Il faudrait qu'on se partage les activités médicales, donc les hôpitaux universitaires avec leur pôle de recherche aigu, et alors des polycliniques sur le côté. Mais donc il y a des hôpitaux où on va traiter les patients avec des durées de séjour très très faibles, hein, 2 à 3 jours. Donc ça c'est l'hôpital qui coûte très cher au départ, donc, que vous voyez au centre. Et puis tout autour de ça rayonnent toutes des activités qui sont parallèles à l'hôpital mais qui peuvent se trouver à moyenne distance, comme tout ce qui est revalidation, physio, et tous ces bâtiments qui alimentent au quotidien l'hôpital, donc comme les labos, la pharmacie, enfin tout ce qui est un peu logistique. On voit poindre aussi avec des inconvénients, quand on lit les articles là-dessus, il y a des avantages et inconvénients, les hôtels de proximité. Il faut savoir que la chirurgie ambulatoire a beaucoup d'avantages pour les hôpitaux et pour le financement, enfin tout ce qui est INAMI, mais la chirurgie ambulatoire, le gros problème, quand vous êtes âgé et que vous vivez seul, on vous laisse à votre merci pour vous débrouiller après quand vous êtes sorti de l'hôpital. Il n'y a pas de... Vous retournez chez vous, et éventuellement vous avez de la famille, tant mieux, ou des amis, mais sinon il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans possibilité d'hébergement. Donc on voit poindre cette tendance de mettre des hôtels qui ne sont pas médicalisés, mais qui sont à proximité de l'hôpital, pour pouvoir avoir des services. Donc bien souvent quand vous avez été opéré, vous devez revenir en consultation le lendemain ou le surlendemain pour voir si tout va bien. Donc quand vous avez des gens qui viennent d'une 50aine de kilomètres, ils préfèrent avoir un logement tout près. Donc des hôtels qui se trouvent près des hôpitaux, mais qu'actuellement personne ne sait comment faire pour financer ce genre de choses, quel est l'argent qui va venir pour financer tout ça, mais il y a une demande en tout cas dans la population. Et puis alors toutes les polycliniques qui sont aux alentours et les hôpitaux privés. Et maintenant, il y a la mobilité des gens, donc les gens n'hésitent pas à se prendre un avion pour aller chez le professeur un tel, parce qu'on a entendu dire qu'il soignait mieux. Il y a cette folie aussi, mais ça je ne vais pas mettre trop l'accent là-dessus, parce que ça c'est un peu la bêtise humaine, mais où on vous propose des vacances tout en vous faisant votre chirurgie esthétique. Je ne sais pas, à mon avis c'est des gens qui n'ont jamais été opérés qui vont là, parce que généralement ça ne fait pas du bien, même si c'est esthétique, c'est quand même douloureux. Donc passer des vacances au soleil en même temps que se faire opérer, je n'ai jamais bien compris l'astuce, mais bon voilà, ça se fait, et en Tunisie et des choses comme ça, il y a des gens qui vont quand même, je ne sais pas comment ils reviennent, mais enfin ils y vont. Donc voilà, c'est des choses, en tout cas la mobilité chez les gens est là, et donc ça se fait de plus en plus. Donc voilà un peu un tour brossé du futur proche, hein, parce qu'on n'est pas, le long terme n'est pas encore bien précis, mais voilà un petit peu. Voilà, merci de votre attention, de vos quelques attentions.